J'essaye de trouver des duvets pour dormir dans les allées. On l'annonce pour les prochains jours. Une vague de grand froid va toucher le pays et les sans domicile fixe sont en première ligne. Alors certains Lyonnais ont décidé d'ouvrir leurs portes pour l'hiver. Aidés par l'association Donner la main don de soi, ils proposent une chambre aux plus démunis. À Villeurbanne, Michel et son épouse sont famille d'accueil. On vient de l'Afrique, un pays où la misère est criante. Voilà, c'est notre côté cœur qui nous a poussé à ce grand froid de penser qu'on pourrait aider une personne qui est à la rue, voilà. Pour cet agent de sécurité, accueillir des personnes dans le besoin est plus qu'enrichissant. On n'est pas riche, on se sent quand même privilégié par rapport à certaines personnes. Et quand on sait d'où l'on vient, nous, parce que voilà, oui, ça apporte beaucoup, un sentiment de fierté. Cette aide de particuliers reste capitale pour les associations, mais malheureusement insuffisante. Une famille d'accueil, ce n'est pas une solution pérenne, c'est une solution d'urgence. Nous, on essaye dans l'urgence de trouver un logement chez une famille d'accueil, mais on essaye aussi de trouver du travail et de trouver une solution qui va permettre à cette personne de ne pas retourner à la rue. Le plan Grand Froid vient d'être activé dans le Rhône. 2 gymnases supplémentaires vont être réquisitionnés pour accueillir des sans-abri. On dirait une table d'opération 2.0. On enlève par exemple tout simplement la peau et on se retrouve avec le système musculaire. Une dissection rapide et sans se salir les mains pour observer tous les recoins du corps humain. Le jeune homme qu'on voit sur la table, c'est une personne qui a fait don de son corps à la science aux États-Unis et qui a permis à l'université de Stanford de réaliser des images de son corps pour pouvoir créer une reconstruction en 3 dimensions de son corps et d'avoir une vraie anatomie qui est intégrée dans cette table et pas juste une anatomie virtuelle. Une révolution pour l'apprentissage de l'anatomie, élément essentiel du cursus médical. On a besoin d'outils parce que les ressources sont peu importantes et on a besoin d'outils numériques, innovants pour pouvoir faire la meilleure formation possible pour nos étudiants. On prend le bistouri, on coupe par exemple, je fais une ligne, je coupe et voilà qui apparaissent mes structures. Un simple coup de bistouri et le tour est joué. C'est vrai que l'anatomie, c'est quelque chose d'assez complexe et je pense qu'il n'y a rien de mieux que du visuel, on peut manipuler, c'est en 3D. C'est vrai que c'est quand même un très bel outil. 85 000 € pour cette table qui fait déjà parler d'elle et pas seulement chez les étudiants. Il y a déjà des gens qui ont fait des réservations, qui veulent travailler sur cette table, des médecins qui sont déjà médecins, déjà en formation, des étudiants en médecine et on espère que bien sûr le but c'est qu'elle fonctionne bien entre guillemets et que tout le monde puisse y avoir accès facilement et que tout le monde soit intéressé quel que soit le niveau par cette table. Cette médecine de pointe pourrait un jour être accessible au grand public. En attendant, elle va permettre de se faire la main à nos médecins de demain. Voilà, hop, donc la verveine digestive. En 2017, il décrochait la médaille d'argent au concours général agricole du Salon de l'Agriculture. 1 an plus tard, la liqueur d'Yssingeau, La Vertueuse, a fait son chemin. La jeune entreprise créée par 4 amis d'enfance il y a 2 ans produit 30 000 bouteilles chaque année. Le but, c'était de recréer un peu les liqueurs qu'on avait l'habitude de boire dans nos repas de famille. Voilà, et on s'est dit, pourquoi pas, voilà, on sentait que les digestifs revenaient un petit peu, notamment au niveau des jeunes, et on s'est dit pourquoi pas refaire des liqueurs comme on a l'habitude de boire chez nous. Nous, on a toujours vu nos tantes, nos mères, nos grands-mères faire de la liqueur avec les plantes et les fruits qu'elles avaient dans leur jardin. Donc on s'est réellement inspiré, on a ouvert les livres, on a vraiment pris leurs livres, on a ouvert les livres, on a regardé les recettes. On les a refaits, on les a comparés, voilà. Donc... Une liqueur à 35 degrés distribuée par les circuits courts dans les restaurants, les épiceries ou les cafés dans la région. Cette année encore, la liqueur auvergnate s'expose au Salon de l'Agriculture à Paris, mais c'est à Yssingeau qu'elle est produite. 2 ans après la création de l'entreprise, elle devrait s'agrandir cette année. Les plantes sont cultivées chez nous, voilà. Des volumes bien moins importants que ce qu'on peut retrouver chez certains industriels. Donc on a à peu près 4000 pieds de verveine, voilà, on a des menthes, on a des framboisiers aussi. Voilà, c'est les cultures qu'on fait actuellement.
Prochain objectif pour les 4 associés, parvenir à vendre 45 000 bouteilles en 2018 et peut-être à réussir le pari d'exporter la verveine de Haute-Loire à l'étranger. Augustin et Guillaume n'enfilent pas les chaussures pour une journée de repos, mais bel et bien pour le boulot. Depuis décembre, ils proposent un service de livraison directement sur les pistes, sandwich, hot dog, mais aussi pizza. Un coup de fil suffit pour la réservation et 15 minutes plus tard, c'est prêt. Mon garçon a noué plusieurs partenariats dans la station, un plus pour les commerçants qui se font connaître en dehors du centre-ville. En ce moment, on a une dizaine de pizzas pour commencer. On les a découverts avec leur profil Instagram et on les a contactés via Instagram et le partenariat s'est fait assez rapidement. Pour leurs clients, c'est se séparer de certaines corvées. On avait tendance à perdre un peu de temps sur notre temps de ski. Enfin, sur le moment, on voulait passer à faire du ski et on s'est dit avec Guillaume, mais pourquoi pas aider les vacanciers qui viennent souvent de loin, Paris, Lyon, un peu de Marseille, à gagner du temps tout simplement et à faciliter leurs vacances. Une fois la pizza au chaud, direction les pistes, la start-up n'a le droit de livrer que sur une zone de pique-nique. Voilà. Parfait. Ah bah c'est génial, hein. Franchement on ne pensait pas ça, comme ça permet le matin on peut partir sans pique-nique. On les a appelés il y a 20 minutes, ils sont déjà là, c'est parfait. Et on disait que les sandwichs, manger froid toute la semaine on n'était pas certains et comme ils nous ont dit non on fait aussi les pizzas, c'est top quoi. Coût du service 2 € par plat commandé, un supplément qui permet pour certains de grappiller quelques minutes. Beaucoup aussi trouvent que potentiellement ça peut les aider pour couper pourquoi pas la queue qu'il peut y avoir parfois dans les restaurants. Donc ouais, c'est un service souvent que les gens aiment bien, que les gens trouvent assez marrant et c'est pour ça que je pense qu'ils font aussi appel à nous. Après quelques semaines, le bilan est plutôt positif. Les 2 jeunes entrepreneurs espèrent bien poursuivre l'aventure l'an prochain, voire même à se développer sur les pentes du succès. Déambuler dans les rues d'un marché de producteurs à la recherche de produits de saison et savoureux. Depuis un mois, Jean-Noël et Émilie vagabondent comme chaque samedi dans les allées du marché Place Albert Thomas à Saint-Étienne. Là, ça va être des fruits de saison, le marché de producteurs, on risque pas de trouver des fraises. On aura surtout, je pense, beaucoup de pommes, de poires, peut-être des kiwis. Et on verra ce que la chance va nous faire trouver. Un mois qu'ils n'ont pas mis les pieds dans un supermarché. L'origine de ce défi, un besoin de renouer avec de nouvelles habitudes de consommation et surtout une prise de conscience. On se rend compte que la grande distribution, mine de rien, arrive à tuer les petits commerces chez nous et à malmener les producteurs qu'on a localement. Pour nous, consommateurs, c'est pas forcément nous qui allons payer le prix le moins cher. Par contre, à l'inverse, les producteurs, eux, ont de plus en plus de mal à vivre de leur métier. Et sur les marchés, les producteurs constatent eux aussi un changement des mentalités. Les gens vont chercher à se nourrir autrement. Et moi, je le sens puisque je vends du pain, par exemple, sur le problème du gluten. Beaucoup de gens qui viennent me dire je digère mal le gluten, mais votre pain, ça va. Ça se passe bien. Remplir son placard et son réfrigérateur sur les marchés, les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne ou encore les épiceries du coin, c'est possible. Mais il faut aussi trouver d'autres alternatives, notamment pour les produits domestiques ou cosmétiques. Alors Jean-Noël se rend régulièrement dans ces magasins bio. Là, ce sont des mouchoirs en l'occurrence qui sont faits en matière recyclée à base de briques alimentaires Tetra Pak. Donc c'est ce qu'on peut voir. Donc c'est vraiment des mouchoirs recyclés à 100%. Pour le couple stéphanois, s'approvisionner autrement n'a pas été difficile. Ce sont surtout des habitudes qu'il faut changer. L'important, c'est bien de se questionner sur nos principes et nos réflexes de consommation. Alors vous aussi, allez-vous relever le défi en adoptant une nouvelle attitude de consommation ? C'est un véritable bain de foule et de médias qui accueille les athlètes tels des rockstars avec une haie d'honneur. Cette fois-ci, pas de retour sur Paris après les Jeux, mais à Grenoble. Une arrivée qui tombe sous le sens avec les 50 ans des Jeux de 68. C'est très symbolique. On a malheureusement pas pu connaître les JO de Grenoble, mais de garder ce lien historique, non, je pense qu'il y a aussi sûrement plus de ferveur. Même si les Parisiens aiment bien le ski, je pense qu'il y aurait eu moins de passionnés quand même. Donc on monte à Paris plus tard, donc comme ça tout le monde est content. C'est impressionnant, les Jeux Olympiques, on vit un peu dans une bulle. On a l'impression qu'on
qu'on vit quelque chose de, on va dire que les émotions sortent pas de ce cercle olympique. Et c'est vrai que quand on arrive ici et qu'on voit tout ce monde, on se rend compte de l'impact que ça a eu aussi en France. Et c'est assez touchant, assez impressionnant. Et Grenoble est une ville de sport d'hiver. Il y a pas mal d'athlètes qui vivent ou qui viennent de Grenoble. Donc c'est sûr que l'accueil est extrêmement chaleureux, surtout après autant d'attentes. Voilà, on ne s'attendait pas à ce qu'il reste autant de monde. Quand on nous avait annoncé qu'il y aurait aux alentours de 4000 personnes, on se rendait compte, mais je dirais que le fait qu'il y ait eu tout ce retard, je m'attendais complètement à ce que énormément de gens jettent l'éponge et que finalement on rentre chez eux. Et au contraire, ils ont persisté, ils sont restés jusqu'au bout et c'est vrai que ça fait chaud au cœur et c'est vraiment en rentrant dans la salle que j'ai réalisé l'impact que ça avait eu. Des champions olympiques ravis de l'accueil grenoblois qui dresse un bilan positif de ces Jeux olympiques. C'était des jeux qui étaient magnifiques, où j'étais venu pour chercher une médaille d'or. Je repars avec 3 titres et voilà, d'avoir pu vivre cette expérience en tant que porte-drapeau, d'avoir pu vraiment sentir que j'avais aussi on va dire un rôle à jouer auprès de la délégation, auprès des athlètes. Ça a été quelque chose que j'ai fait avec beaucoup de bonheur. Et une aventure qui était différente de celle que j'avais connue jusque-là. C'est une belle Olympiade, une belle réussite. Alors bien entendu, ça s'est joué à pas grand-chose pour que ça se passe encore mieux, surtout pour moi, mais quoi qu'il en soit, le bilan est très positif pour ma part. On a fait une excellente course, que ce soit en géant, mais aussi en slalom, avec une très grosse densité. Alors malheureusement, il y a eu sur ces 2 disciplines, il n'y a eu qu'une seule médaille au total, mais voilà, on était tout le temps au contact des meilleurs. Comme je l'ai dit juste avant, ça s'est joué à quelques centièmes pour que ça se passe encore mieux et que ce soit vraiment une très belle réussite. Mais c'est prometteur, maintenant il faut construire là-dessus pour l'avenir. Malgré ce retour festif, tous les athlètes gardent la tête froide. Ils n'ont que quelques jours avant de se relancer dans le circuit de la Coupe du Monde. Je vous présente Juriste, un taureau de race charolaise de 3 ans qui pèse environ 1450 kg. Et qui va participer pour la 2e année consécutive au Salon international de l'agriculture à Paris. L'an passé, le taureau de Pascal et Alexandre Riche, éleveurs à Lucenay, avait déjà décroché un premier prix. Il retourne à Paris cette année pour le Salon de l'agriculture, concourir dans la catégorie charolais. Il y a des critères de sélection au niveau de la race charolaise, donc ça reste une race à viande, donc il faut une bonne conformation bouchère avec des bonnes formes musculaires sur l'arrière. Des bonnes qualités de dos, c'est les bons morceaux pour la viande, ce qui est filet, faux filet. Et puis ensuite, après, il y a d'autres critères qui sont plus spécifiques à la race, donc les qualités de race, donc c'est la qualité de la tête de l'animal, les qualités d'aplomb et la qualité de la démarche. Et Juriste a droit à un régime de champion. Comme un sportif, il faut que l'alimentation soit très équilibrée, elle est calculée, on va dire, tous les 2 mois en vue de ses performances pour qu'il soit vraiment au top le jour J et qu'il n'ait aucun problème de locomotion, donc il a des minéraux en conséquence de son poids pour avoir des bonnes articulations. Et un premier prix au Salon de l'agriculture, c'est bon pour l'exploitation. On fait voir l'élevage, les animaux qu'on peut avoir sur l'élevage. Ça peut permettre de vendre une dizaine de veaux en reproducteur et ça serait très bien pour l'exploitation. Au lieu de vendre un veau, mettons 1200 pour le circuit traditionnel, c'est-à-dire pour faire ce qu'on appelle du broutard, là, c'est entre 2 et 4 000 ou 5 000 euros un veau. Le Salon de l'agriculture, c'est au Parc des Expositions à Paris du 24 février au 4 mars. Plus de 600 000 visiteurs et 4 000 animaux sont attendus.